Alors, on vient maintenant aux otites séromuqueuses. Ce sont des otites chroniques à tympan fermé. Et progressivement, on se rapproche de plus en plus, au fur et à mesure des diapos, d'une chronicité et de lésions séquelaires qu'il faut absolument éviter. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que si on découvre des otites moyennes chroniques à l'état séquelaire, je vais vous en montrer des exemples, c'est trop tard. Donc, commençons à bien évaluer les situations aiguës, les situations inflammatoires infectieuses aiguës, et nous allons éviter, au possible, c'est pas toujours possible, mais c'est très souvent quand même possible, ces lésions chroniques irréversibles et très invalidantes pour l'enfant. Alors, les otites séromuqueuses, alors il y a des gens qui parlent de l'otite séreuse, des otites muqueuses, qui font toute une différence, ce n'est pas très important. Ça commence généralement par une rétraction. On voit ici un tympan qui a des réflexions un petit peu multiples. Par un début, ce n'est pas énorme, il y a encore de l'air dans l'oreille moyenne, mais ça commence avec une petite rétraction. Il va venir ensuite évoluer vers un épanchement séreux. Quelle est l'évolution? Donc il faut que l'évolution soit favorable d'emblée. Et si elle n'est pas favorable, ça évolue vers des lésions chroniques. Et évidemment, ce qui est le plus grave, c'est la perte de l'audition, disons, la diminution concerne de l'audition. Vous voyez ici, la suite, c'est l'otite séromuqueuse avec l'instauration d'une bétaplasie mucipale, c'est-à-dire que cet exsudat séreux devient épais. Ça devient épais par une transformation de cette muqueuse avec une infiltration inflammatoire du chorion de cette muqueuse, une augmentation d'ailleurs du nombre des cellules caliciennes, mucipares, donc qui fabriquent ce mucus. Il y a différentes cellules dans la muqueuse de l'oreille moyenne. Il y a les cellules transporteuses, il y a les cellules qui fabriquent le mucus. Et en général, il y a une cellule à mucus pour 4 cellules transportrices. Et dans cette transformation, dans cette métaplasie mucipare, il y a une inversion de ce rapport. Et quand on n'a plus que des cellules qui fabriquent du mucus et pas assez de cellules qui en transportent, vous pouvez imaginer ce qui arrive. Et c'est une perturbation de cette clémence qui amène à ces images que voici, avec une rétraction, un liquide épais. Et puis cette image-là, qui est un tympan bleu, c'est du mucus qui donne ce reflet bleu par ces sécrétions foncées. Voilà, donc ça c'est, là on est dans le cas de figure des otites chroniques à tympan fermé. Et si rien n'est fait, si on laisse évoluer ces lésions, on obtient très rapidement des perforations tympaniques persistantes. On voit ici une image d'une perforation centrale. On différencie la perforation centrale de la perforation marginale. Où cet anneau fibreux que voilà, qui est tout à fait intact, c'est une perforation qui peut rester stable. Il n'y a pas forcément de complications s'il n'y a pas de surinfection, mais il y a une grande perte auditive d'au moins 30 à 40 décibels dans ce cas-là, c'est resté total, on a un antimarteau qui est pratiquement libre, mais il y a une intégrité de l'anneau fibreux. Ça c'est très important à évaluer aussi. Ce sont des otites moyennes chroniques à tympan ouvert à perforation centrale sèche. On voit ici encore un autre exemple de cette perforation qui est centrale, avec ici l'anneau fibreux. On devine continuer à ce niveau-là. On voit ici encore des lésions de tympanosclérose, on en parlera après, qui sont strictement localisées au niveau du tympan dans ce cas de figure. Mais on peut avoir des surinfections. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement.
des tympans perforés qui ne se refermeront plus jamais et qui régulièrement se surinfectent, soit dans le cadre de rhinopharyngite, soit dans le cadre de rhinopharyngite, soit dans le cadre de pénétration de liquide dans les conduits chez les enfants qui jouent dans la rue ou qui vont à la piscine. Donc on aura ces oreilles qui ne sèchent pas et qu'on a vraiment beaucoup de mal à guérir, à soigner, sans parler de la perte auditive. Ensuite, on a vu maintenant les perforations. On voit maintenant encore une progression dans la chronicité ou une autre manière qu'ont les oreilles à devenir malades de manière chronique, c'est la rétraction. Alors la rétraction, là, ça commence à être vraiment de plus en plus dangereux, parce que toutes les pathologies qu'on a vues auparavant, ça se soigne, on peut encore donner des médicaments, des gouttes, on peut, voilà. Mais quand on commence à voir ces tableaux de rétraction, ça commence vraiment à être dangereux. Alors l'idéal, je vous ai fait ici, ce sont des images que j'ai tirées, j'ai d'ailleurs beaucoup d'informations des encyclopédies médico-chirurgicales, qui est un bouquin de référence pour les ORL francophones. C'est qu'il y a deux priorités pour que l'oreille moyenne soit saine. Il y a d'abord la bonne aération par la trompe de Eustache, nous savons tout ça. Et deuxièmement, il y a le barrage du tympan vis-à-vis de la peau. Alors la peau, elle est à l'extérieur, ensuite il y a une couche fibreuse, et à l'intérieur de l'oreille moyenne, le tympan est tapissé par la muqueuse. Donc il y a trois couches. La peau n'a pas le droit de rentrer dans ces espaces d'oreille moyenne. Et c'est tout le problème des rétractions tympaniques que je vais vous montrer. Donc ici, c'est une image que vous reconnaissez, je vous l'avais déjà montrée. C'est une rétraction simple, à la limite, on surveille, il n'y a pas trop de problème. Alors, ici, on a déjà une situation beaucoup plus dangereuse. Vous voyez ici, je vous ai, dans ma première diapo, deuxième diapo, je vous ai montré l'importance de l'évaluation de cette zone hypotympanique. On a cette poche de rétraction. On voit encore le fond de la poche. Il faut le voir, le fond de la poche, parce que si on ne le voit pas, on a des problèmes. Je vous montrerai après pourquoi. Lorsque la rétraction continue, vous voyez, il y a de plus en plus d'érosion osseuse ici. Il y a un peu de cérumen qui se loge. Il y a peut-être un petit peu de peau qui commence à se loger là-dedans. Là, ça commence à être vraiment très sérieux. Et on n'est pas loin de l'intervention chirurgicale dans ces cas de figure pour éviter après le pire. Il y a une petite séromuqueuse associée. Et en continuant, on voit le tympan est pratiquement arrivé au fond de la caisse, avec déjà ici l'articulation impulso-stapédienne qui est tapissée par ce tympan rétracté, évidemment la zone épitympanique qui est fortement rétractée, et on arrive progressivement vers un processus adhésif. Le tympan qui devrait être là, il tapisse vraiment très soigneusement toutes les structures de l'oreille moyenne et il n'y a aucune vibration, aucune résonance. Et alors là, on a une situation avec une perte auditive de 40 à 50 décibels. Là, on est pratiquement à la perte auditive transmissionnelle maximum. En image, ça donne ceci. Là, on est déjà presque au processus adhésif. Et là, ça c'est vraiment l'otite. C'est qu'il y a la fibre adhésive, ça c'est l'endroit, ça c'est la situation où il faut en aucun cas arriver. Je vous ai parlé de la tympanosclérose. La tympanosclérose, c'est en fait une infiltration hyaline des structures de l'oreille moyenne, de la muqueuse, avec des dépôts calcaires. Alors il y a différents aspects de cette tympanosclérose. Elle peut être limitée au tympan. Elle peut être limitée au tympan, comme on l'a vu
précédemment cette diapo avec la perforation centrale avec les zones de tympanosclérose. En principe, si on voit un tympan bien fermé, en bonne position, avec des plaques de tympanosclérose, ce n'est pas dangereux, ça n'empêche pas l'enfant de parfaitement entendre. C'est un signe que l'enfant a eu des otites et qu'il y a eu ce phénomène de pénétration hyaline et de dépôt calcaire. Mais cette tympanosclérose peut évoluer et se fixer au niveau de la chaîne des osselets. C'est encore une fois un signe d'infection répétitive et de chronicité, avec, dans ce cas de figure, très vraisemblablement, je ne connais pas les cas, c'est une diapo que j'ai lue dans un article, très vraisemblablement une perte auditive par fixation des osselets, et ce n'est, pour une amélioration de l'audition, ce n'est plus du recours de la chirurgie. On ne pourra pas redonner une audition à ce patient-là, à l'état de cette tympanosclérose. Je voulais vous en parler parce que ça fait partie des évolutions, des mauvaises évolutions de ces infections répétitives et de cette chronicité. Pour arriver enfin à l'otite chronique cholestéatomateuse, c'est celle que nous redoutons tous. C'est vraiment, là il ne faut absolument pas arriver. Le cholestéatome, nous le savons, c'est la pénétration justement de cette peau du tympan, du conduit, dans les espaces d'oreille moyenne et au-delà. Dans l'antre, ça peut vraiment avoir une très grande évolution et c'est dangereux. C'est une indication opératoire absolue pour ne pas voir évoluer ce cholestéatome vers une méningite ou vers d'autres formes d'abcès ou de pathologie. Alors, un petit schéma que j'ai également retiré des encyclopédies médico-chirurgicales. On voit ici donc, cette évolution d'approche. C'est un petit peu pour illustrer les photos par un schéma que je vous ai montré. Alors, vous voyez ici, tout à l'heure, on voyait une poche, on voyait encore le fond. Alors là, on peut encore un petit peu contrôler. Et si on ne fait rien, cette poche va se creuser, elle va devenir de plus en plus profonde et finalement il va y avoir une accumulation, un enroulement de ces couches lamellaires de peau en bulle d'oignon, comme on le dit, et qui va par compression grandir et détruire l'os, détruire les osselets jusqu'aux complications que nous connaissons. Ça peut être le vertige, la fistule labyrinthique, la paralysie faciale ou l'érosion du tegmen et l'irritation ménagée jusqu'à une pathologie assez basse. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour illustrer cela. En image, vous avez ici donc cette perforation. Elle est marginale, une perforation au niveau de l'épitympan, au niveau de la membrane de Sharpnel, elle est marginale. Il n'y a pas d'anneau fibreux à ce niveau-là. Et on voit ici une érosion de cet os. Normalement, l'os devrait être ici. Et on appelle ça une érosion du mur postérieur de la logette. C'est un signe clinique, mais c'est aussi un signe radiologique. Cette roche n'est absolument plus contrôlable. Il peut y avoir là, en l'occurrence, on n'en a pas, on n'en voit pas du moins, mais il peut y avoir l'apparition de squame, et à ce moment-là, on a le diagnostic clinique du cholestéatome. Il existe d'autres perforations marginales qui peuvent, en attendant, pas encore laisser rentrer la peau, mais absolument à surveiller. Ce sont ces perforations-là qu'il ne faut pas laisser en état, il faut les opérer, il faut faire une tympanoplastie, il faut fermer ces perforations parce que, justement, cet anneau fibreux a été interrompu et la peau, elle peut aisément entrer dans les espaces d'oreille. Voilà, donc là, on a vraiment le tableau du cholestéatome, on a des masses partout, on a ici cette ligne sur le scanner, on voit une opacité à bord rond. Donc ça, c'est très typique des lésions du cholestéatome. Voilà à peu près comment ça évolue, avec une destruction de toutes ces structures ossiculaires et des surinfections aux pseudomonas
Ça, c'est le germe qu'on rencontre dans ces lésions chroniques. On a ensuite ici quelque chose que je n'aimerais pas que vous ratiez, c'est le polype sentinelle. Le polype dans un conduit auditif est toujours suspect. Il est appelé polype sentinelle parce qu'il est en fait un signe indirect de cholestérol. Donc ça, c'est une image à retenir. Voilà, encore des images de cholestérol avec des perforations. Voici cette perfore. Là, je vous ai mis un scanner pour un petit peu montrer. Donc, on a une érosion complète de ce mur. Hein. Et on voit ici, dans l'espace anthoractical, cette opacité qui est bien visible avec ces rondeurs là. C'est pas du tout du liquide, mais c'est une structure seule. Voilà, alors, les drains, je voulais quand même un tout petit peu vous en parler. Il existe différentes sortes de drains. Les drains nous aident beaucoup. Alors, ils nous aident d'abord pour aérer l'oreille. Hein, on a beaucoup parlé de défaut d'aération. Ça nous aide aussi à faire le drainage de tous ces exsudats séreux et sérologiques. Quand nous voyons qu'un enfant garde des exsudats au niveau de son oreille moyenne, c'est une baisse auditive, il faut, déjà pour ces deux raisons, mettre des aérateurs et pour éviter justement que ne se développent toutes ces lésions chroniques que je vous ai montrées. Ensuite, ça lutte contre la rétraction avec les conséquences préalablement citées, et ça lutte évidemment contre l'hypoacousie. Un enfant a besoin d'entendre et a besoin de bien entendre. S'il veut bien étudier, s'il veut bien apprendre, il faut qu'il entende bien. Tant qu'il a une otite séromuqueuse, il n'entendra pas bien. Donc, ça, il ne faut pas non plus le méconnaître. Cette lutte contre l'hypoacousie et les travaille nous tous. Voilà ce petit aérateur en place. Il se met avec un microscope binoculaire en salle d'opération, sous anesthésie générale, au niveau du cadran antéro-inférieur, pour éviter justement cette zone postéro-supérieure où se trouvent les osselets. Donc on les met en place, ils s'éjectent tout seuls. L'indication doit être précise, mais pas des aérateurs comme ça, la deuxième otite moyenne aiguë. Donc il y a des indications précises. Il y a une question de temps, une question d'aggravation, une question d'hypoacousie qui nous oriente dans l'indication des drains transtympaniques. Et l'emplacement est précis. Il ne faut pas le mettre à n'importe quand. Tous les pédiatres, vous n'êtes pas amenés à les mettre, mais pour les ORL, c'est très important de les mettre au bon endroit. Et voilà, j'arrive à mon avant-dernière diapo. C'est un petit peu les 10 ou 11 points que j'aimerais bien retenir et que j'aimerais bien que vous reteniez. C'est cette expertise clinique qui vous aidera justement à ne pas faire de diagnostic par excès ni par défaut. Parce que par défaut, c'est peut-être encore plus grave que par excès. Il est effectivement moins grave de donner une fois de trop un antibiotique, mais c'est quand même très grave de méconnaître les pathologies évolutives chez l'enfant. Et c'est pour ça que c'est important que je m'adresse aussi et prioritairement aux pédiatres, aux médecins généralistes. Nous avons régulièrement des généralistes qui viennent au cabinet, au service pour faire leur stage d'ORL dans le cadre de leur formation de médecine générale. C'est très important de ne pas d'éviter, il faut pas éviter les diagnostics importants. Il faut avoir le frottis facile devant des pathologies traînantes, c'est général. C'est aussi pour l'oreille, ça vaut aussi pour l'oreille. On en parle d'otite externe traînante. Il faut penser à l'otite moyenne aiguë maligne. L'otite, pardon, j'ai fait une faute, c'est externe aiguë mycotique et externe aiguë maligne. Les dangers d'une otite moyenne aiguë. On a parlé beaucoup de pathologies chroniques, mais il faut aussi encore une fois revenir sur les pathologies aiguës. Une otite moyenne aiguë qui s'accompagne de signes neurologiques, c'est une urgence. C'est une urgence absolue à montrer à un ORL qui va pratiquer immédiatement une parasynthèse et un frottis et une antibiothérapie
par exemple, quand il y a des atteintes cochléo-vestibulaires, une paralysie faciale. Nous avons vu au service un patient avec une paralysie faciale suite à une perforation subtotale qui était surinfectée et qui probablement par sa surinfection a créé une inflammation du nerf facial qui était peut-être libre au niveau d'une portion de son trajet. Il y avait une paralysie partielle périphérique qui, nous espérons, après le traitement que nous lui avons mis, va récupérer. Très important, ces signes neurologiques qui accompagnent. L'otite moyenne aiguë du petit enfant qui a une baisse de l'état général est une urgence absolue parce qu'il faut lui faire une parasynthèse. Si son état se dégrade de manière effrayante, il faut tout de suite le prendre en charge. Surtout lorsque l'otite moyenne aiguë est à tympan fermé, comme je vous avais montré cette vidéo. Il faut guetter les complications des otites moyennes aiguës. Le mastoïdite, nous savons, on regarde derrière l'oreille. Normalement, c'est très visible. C'est rare, c'est devenu rare, parce que nous les soignons bien. C'est devenu rare parce que nous avons des antibiotiques. Mais il faut quand même aussi un petit peu voir s'il y a des rougeurs qui commencent un petit peu à se montrer derrière l'oreille, un enfant qui n'est pas bien, qui a une otite moyenne aiguë déjà un certain temps, qui traîne. Il faut être prévoyant pour ne pas laisser s'installer cette mastoïdite qui est un abcès osseux, la mastoïde, qui est le ressort de la chirurgie, et donc où il ne faut pas, de préférence, y arriver. Ensuite, les méningites, bien sûr, ça existe, c'est rare, fort heureusement. Ça, c'est plutôt pour les ORL. Lorsque nous pratiquons la mydalectomie et la dénudectomie, bon, nous avons vu ces enfants en consultation préopératoire, nous avons regardé bien entendu les oreilles, mais si nous avons des doutes, on les regardera une nouvelle fois lorsqu'ils sont sous anesthésie générale, et s'il y a un geste à faire au niveau du tympan, de l'oreille moyenne, ben nous le faisons au même moment de leur intervention. Donc ça doit être systématique. Nous avons une grande volonté au service pédiatrique ici à Verroyer de faire ça. Le professeur Diallo, il a vraiment envie de mettre le paquet pour que l'autologie se développe. C'est un petit peu aussi à son initiative et à l'initiative du Dr Loum que j'ai choisi ce sujet parce que c'est vraiment tellement important en pédiatrie ORL. Je vous ai parlé du danger des perforations marginales. Je vous ai parlé du polype sentinelle, qui est un signe révélateur d'un cholestérol. Même si on ne voit pas les squames, même si on ne voit pas de perforation, s'il y a un polype, jusqu'à preuve du contraire, c'est un cholestérol. Il faut évidemment, et je ne terminerai pas ça, lutter contre l'hypoacousie chez les enfants. Et d'où c'est la raison en fait de mon propos d'aujourd'hui. Je vous remercie.